I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. Pendant longtemps, de nombreuses personnes se sont demandé si la reine Camilla avait de sombres secrets qu'elle cachait au public. Eh bien, il semble que le public n'aura plus à spéculer bien longtemps, car une récente enquête approfondie sur le domaine de la reine Camilla a révélé quelque chose de non seulement dérangeant, mais qui la met dans une situation très délicate avec son mari et, à vrai dire, avec le public tout entier. Alors, qu'a-t-on trouvé exactement dans le domaine de la reine Camilla? Et que signifie cette découverte choquante pour la famille royale dans son ensemble? Restez avec nous. Nous allons plonger dans tous les détails poignants. Cette découverte choquante. La reine Camilla l'a maintes fois fait la une des journaux. Et la plupart du temps, les gros titres ne sont pas vraiment flatteurs. Mais récemment, la reine a fait la une des journaux pour une raison bien différente. Et disons simplement que celle-ci est accablante. Ce qui avait commencé comme une simple vérification de routine au domaine de la reine Camilla s'est transformé en quelque chose de bien plus grave. Car ce qui a été découvert n'était pas seulement suspect, c'était carrément incriminant. Et maintenant, des sources royales murmurent que le palais s'efforce de garder le secret. Mais voilà le problème. Ils échouent, et échouent lamentablement. La question est donc, qu'ont-ils trouvé exactement dans le domaine de la reine Camilla? Et surtout, pourquoi le palais s'acharne-t-il à l'enterrer? Restez dans les parages, les détails vous choqueront. Depuis que des sources proches de la famille royale ont divulgué la nouvelle, le public s'est laissé emporter par les spéculations. Certaines rumeurs sont complètement folles, d'autres, un peu trop crédibles. Mais avant de nous plonger dans les détails des découvertes, parlons du domaine de la reine Camilla, car le décor de ce drame en dit long sur ce que l'on croit. Si beaucoup pensent que le roi Charles et la reine Camilla résident à plein temps au palais de Buckingham, ce n'est pas tout à fait vrai. Lors de leur séjour à Londres, le couple préfère séjourner à Clarence House. C'est la résidence principale de Charles à Londres depuis 2003. Clarence House est situé sur le Mall à Londres. Clarence House est désormais la résidence officielle de Charles et Camilla à Londres. Grâce aux rénovations en cours au palais de Buckingham, elle le restera au moins jusqu'en 2027. Mais lorsqu'ils ont besoin d'une pause loin du chaos de la ville, le couple se réfugie dans un endroit beaucoup plus paisible. Highgrove, dans le Gloucestershire, c'est le refuge champêtre préféré de Charles. Et aussi serein que soit Highgrove, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Camilla possède elle aussi son propre refuge privé. Niché dans la douce campagne de Wiltshire se trouve Raymil House, un havre de paix et d'intimité que Camilla conserve depuis le début des années 1990. Ce n'est pas seulement une maison, c'est un vestige de son passé pré-royal. Et elle lui est restée entièrement fidèle. Après le décès de la reine Élisabeth II, il y a quelques instants, le palais de Buckingham a annoncé le décès de Sa Majesté la reine Élisabeth II. C'est à Raymil House que Camilla se serait rendue pour trouver du réconfort après une longue semaine de deuil national chargée d'émotions. En fait, juste après les funérailles de Sa Majesté en septembre 2022, tandis que le roi Charles s'envolait pour Highgrove, Camilla retourna discrètement à Raymil House. Ce n'était pas une simple maison. C'était la demeure qu'elle avait achetée en 1994, après sa séparation d'avec Andrew Parker Bowles. Elle y a vécu de 1996 à 2003, et même après son accession à la couronne, elle en a fait sa résidence secondaire. Ce lieu lui tient tellement à cœur qu'il a servi de décor au portrait de son 75e anniversaire, photographié par la princesse de Galles elle-même. Rien que cela suffit à vous montrer à quel point ce lieu est personnel. Camilla a eu 75 ans. Le palais a dévoilé un nouveau portrait de la duchesse de Cornouailles. Elle fait suite à une séance photo avec Kate Middleton. Et quand on dit que la maison est luxueuse, on n'exagère pas. On y trouve une piscine extérieure, des écuries pour ses chevaux et de grands jardins traversés par une rivière. Il n'est pas étonnant que sa fille, Laura Lopes, y ait organisé sa réception de mariage lors de son mariage avec Harry Lopes en 2006. À l'extérieur, vous découvrirez une piscine aux dimensions généreuses bordée de murs en béton. À l'intérieur, le ton change. C'est étonnamment sobre. La cuisine de Camilla, par exemple, est modeste et chaleureuse. Elle a des murs jaunes, du carrelage rouge et un sol carrelé bleu. Les placards sont blancs, les plans de travail en bois et, au centre, une table à manger ronde en bois. Avant son emménagement, une autre vue de la cuisine montrait une cuisinière Aggia noire à l'ancienne. D'un côté, avec une hotte aspirante, le salon, spacieux et majestueux, donne sur le vaste jardin.
Elle possède de hauts plafonds et une alcôve sculptée qui s'ouvre sur une baie vitrée. Le mobilier? Imaginez 2 fauteuils fleuris, un canapé assorti et des tables en bois disséminées. La salle à manger est plus majestueuse avec un papier peint à imprimer baroque crème et blanc et des tapis couleur crème. Il dégage une élégance discrète. Une autre table à manger en bois trône au centre, accompagnée d'un meuble d'appoint et d'une commode. Au mur, 2 grands tableaux au cadre doré. Au-dessus, un lustre rappelle que cet espace est toujours celui de la reine. À l'étage, une terrasse en béton avec balustrade noire offre une vue imprenable sur le parc luxuriant. Le couloir qui mène à l'étage est agrémenté de moquettes couleur crème, de hauts plafonds, de plinths blanches, d'arcades et, comme la royauté ne lésine jamais sur la grandeur, de 2 lustres. En montant l'escalier, les invités sont accueillis par une grande fenêtre incurvée encadrée de rideaux crème et vert. L'escalier lui-même est bordé d'une rampe en bois et d'une solide balustrade en béton. Vient ensuite la chambre lambrissée, ainsi nommée en raison des panneaux de bois qui tapissent les murs. Des tapis couleur crème, 2 tableaux aux cadres en bronze et un lit à dossier capitonné crème et blanc complètent le décor. Les fenêtres sont de style traditionnel à guillotine, avec des rideaux rouges qui tombent jusqu'au sol. Dans un coin, une commode en chêne, et enfin, le petit salon. Celle-ci est tout confort. Elle possède des murs lambrissés, une immense cheminée surmontée d'un tableau géant, des étagères remplies de bibelots et d'objets de décoration, et un rocking chair en bois niché dans un coin. C'est le genre de pièce où l'on se blottit avec un verre de vin, une couverture épaisse et peut-être 1 ou 2 secrets. Mais d'un coup, la maison au centre de tout ce vacarme n'est plus seulement un paisible havre de paix à la campagne. C'est un lieu que tout le monde observe, pour le meilleur et pour le pire. Et si les projecteurs se sont braqués sur Ray Milhouse, le véritable jeu de pouvoir ne se joue pas derrière ces murs lambrissés. Tout se déroule discrètement dans les couloirs du palais. Car, tandis que l'attention se porte sur le domaine privé de la reine Camilla, le roi Charles mène lui aussi des actions très stratégiques. Comment le roi Charles assure l'avenir de son épouse? La monarchie britannique traverse l'une des périodes les plus tendues de ces dernières années. Mais qu'est-ce qui déclenche réellement l'alarme derrière les murs du palais? Ce n'est pas seulement la santé déclinante du roi Charles. De nouvelles déclarations retentissantes émanent aujourd'hui de sources proches de la famille royale, affirmant que le cancer du roi Charles est incurable et qu'il en mourra probablement. Ou la rébellion persistante du prince Harry. Non, le véritable rebondissement réside dans la reine Camilla, qui se positionne discrètement, elle et son fils, Tom Parker Bowles, pour s'emparer d'une part bien plus importante de la fortune royale. Alors que tous les regards sont tournés vers les retombées entre le roi Charles III et le prince Harry, c'est Camilla qui mise sur le long terme. Selon des sources proches de la famille royale, elle exploite la querelle familiale pour renforcer sa position et s'assurer que son fils, Tom, soit désigné comme bénéficiaire inattendu du testament de Charles. Et en vérité, ça marche. Tout a explosé après une rare interview accordée par Harry à la BBC en mai dernier. Dans une interview exceptionnelle accordée ce soir, le prince Harry a parlé avec franchise de la rupture de sa relation avec son père. Il n'a pas hésité à affirmer que la santé de son père était critique et à laisser entendre que la fin était peut-être proche. Cette déclaration a provoqué une onde de choc au sein du palais. En réponse, Charles aurait empêché Harry de revenir au Royaume-Uni et aurait pris la décision choquante de réduire sa part de l'héritage royal en guise de punition. Ce seul geste a tout bouleversé. Harry étant mis à l'écart, cette part vacante du domaine royal devait bien aller quelque part. Et c'est là qu'intervient Camilla. Plusieurs sources affirment qu'elle garde ses distances en public, mais en privé, elle influence subtilement Charles pour qu'il révise son testament d'une manière qui la favorise radicalement. Et, par extension, son fils, c'est un véritable exemple de manœuvre discrète. Camilla n'a pas été directement impliquée dans le drame père-fils, mais à chaque fois que Charles resserre son emprise sur Harry, la part de Camilla semble augmenter. Coincidence? Peu probable. Selon certaines sources, elle aurait encouragé le roi à limiter légalement l'héritage de Harry au strict minimum requis par la loi britannique. Pourquoi? Parce qu'avec la réduction de la part de Harry, quelqu'un d'autre pourrait en bénéficier, et Camilla souhaite que ce soit Tom. C'est là que les choses deviennent encore plus intrigantes. Tom Parker Bowles n'est pas un prince. Il ne fait pas partie de la lignée royale. Mais il est devenu un visage familier lors des événements royaux, accompagnant sa mère et se forgeant peu à peu une présence plus forte autour du palais de Buckingham.
Il est déjà bien connu au Royaume-Uni comme critique gastronomique respecté. Mais aujourd'hui, certains médias pensent qu'il est discrètement positionné comme un héritier financier majeur. Harry étant pratiquement hors course et la position de Camilla au sein du foyer étant plus forte que jamais, la possibilité que Tom profite de l'immense patrimoine personnel de Charles, de ses fonds privés, de ses propriétés et de ses œuvres d'art inestimables est bien réelle. Les chiffres pourraient être stupéfiants, et la campagne discrète de Camilla, elle commence à paraître beaucoup moins subtile. Bien sûr, tout cela se déroule dans un silence total à Buckingham Palace. Aucune déclaration officielle, aucune confirmation, juste des apparitions publiques soigneusement sélectionnées et une vague croissante de spéculations. Mais voilà le problème. Le silence de la reine Camilla est une déclaration à part entière. Bien qu'elle évite de s'impliquer directement dans le chaos actuel, sa présence renforce son statut. Elle est aux côtés de Charles à presque tous les événements officiels. Ses responsabilités institutionnelles se sont intensifiées. Elle se comporte comme quelqu'un qui sait exactement l'enjeu et comment assurer son avenir et celui de ses fils avant qu'il ne soit trop tard. Et maintenant, alors que la santé de Charles est de plus en plus scrutée, la pression pour finaliser les modifications du testament s'intensifie rapidement. Le diagnostic de cancer du roi soulève des questions urgentes au Royaume-Uni et à l'étranger. Que se passera-t-il si le monarque démissionne ou, pire, décède? En cas d'abdication ou de décès de Charles, la couronne reviendra au prince William. Que le roi Charles meure ou abdique, le prince William montera un jour sur le trône et la situation changera pour Camilla. Il deviendra le roi Guillaume V, à moins qu'il ne choisisse un autre nom. Ainsi, chaque titre royal, chaque responsabilité et chaque décision financière sont placées sous son contrôle, y compris le sort de la reine Camilla. Que deviendrait-elle alors? Techniquement, Camilla conserverait son titre actuel. Pensez à la reine-mère, qui a conservé son titre jusqu'à sa mort à 101 ans. Mais les experts royaux affirment déjà que la vie de Camilla dépendrait des décisions du nouveau roi. Si William souhaite qu'elle conserve un rôle public, elle le fera. Sinon, elle pourrait disparaître discrètement des projecteurs, malgré les espoirs de Charles. Et c'est là que ça devient personnel. Car une fois que Kate Middleton devient reine, la dynamique change. Kate n'est pas seulement la mère du futur monarque, le prince George, elle est aussi la membre de la famille royale la plus adulée du public. Comparée à Camilla, qui traîne encore des décennies de scandales, l'influence et la popularité de Kate seront sans égale. Les historiens royaux affirment que Camilla poursuivra probablement son action caritative, notamment en faveur de l'alphabétisation et de la lutte contre les violences conjugales. La reine consort a organisé une réception réservée aux femmes au palais de Buckingham afin de sensibiliser le public aux violences faites aux femmes. Elle pourrait également occuper des fonctions honorifiques au sein de régiments militaires, mais tout cela relèverait du roi Guillaume. Il déciderait de son lieu de résidence, de ses activités et de sa visibilité. Selon la commentatrice royale Jo Little, chaque aspect de sa vie publique et privée serait passé en revue. Même la résidence dans laquelle elle finira, qu'il s'agisse de Ray Mill House ou d'un autre domaine royal, serait choisie par le nouveau monarque. Alors oui, Camilla est désormais reine, mais son influence à long terme n'est pas garantie. C'est pourquoi ce qu'elle fait maintenant, en se préparant discrètement, elle et son fils, à une sécurité financière, est si important. Alors que l'avenir du roi est en jeu et que la santé du roi est incertaine, Camilla ne laisse rien au hasard. Et tandis que le palais reste muet et que Charles poursuit son traitement, une chose est claire, derrière les gros titres, derrière les querelles familiales, la reine Camilla façonne discrètement l'héritage royal. Et elle n'est pas seule. Contexte sur la reine Camilla. Pendant des années, Camilla a vécu dans l'ombre des scandales, des rumeurs et des spéculations. Mais qui est vraiment la reine Camilla derrière les gros titres et les titres royaux? Car si vous pensiez connaître son histoire, détrompez-vous. Des origines aristocratiques et des fêtes mondaines à une affaire royale qui a bouleversé le monde, le parcours de Camilla jusqu'à son accession au trône est tout sauf ordinaire. Et les détails? Ils sont plus complexes et bien plus intrigants que ce que le public aurait pu imaginer. Camilla Rosemary Shand est née le 17 juillet 1947 au King's College Hospital de Londres. Bien que cela puisse paraître assez classique, son éducation était tout sauf classique. Elle a grandi entre un domaine de campagne du 18e siècle à Plumpton, dans l'East Sussex, appelé The Lanes, et une demeure cossue de South Kensington. Camilla a grandi avec un pied à la campagne et l'autre au cœur de la haute société. Son père,
Le Major Bruce Shand était un officier de l'armée britannique devenu négociant en vin et sa mère, Rosalind, fille d'un baron et également une fervente philanthrope. Alors oui, son ascendance aristocratique était là dès le premier jour. Son enfance, imaginez un conte de fées bourgeois. Chiens, chats, chevaux et garden party pour le Parti conservateur local. On lui a même décrit une enfance à la Enid Blyton. Bien que son biographe Giles Brandreth souligne que son enfance était bien plus grandiose, Camilla était une noblesse simple et directe. Les Shand avaient du personnel de maison, un statut social élevé et des relations de qualité. Elle commença sa scolarité à Dumbrells, une école mixte locale, avant de rejoindre la Queen's Gate School à Londres, où elle était connue sous le nom de Mila. Dès son plus jeune âge, elle dégageait une confiance tranquille et une force intérieure. Après ses études, elle poursuivit ses études supérieures en Suisse, puis étudia la littérature française à Paris. Ses débuts officiels eurent lieu en 1965, lorsqu'elle fut présentée comme débutante à Londres. Au début de sa vingtaine, Camilla Arpentate Launders, partageant des appartements avec des personnalités comme Jane Wyndham et Lady Moira Campbell, fille du duc d'Abercorn. Elle a travaillé comme secrétaire dans le West End et comme réceptionniste pour une entreprise de décoration. Cet emploi n'a cependant pas duré longtemps. La rumeur dit qu'elle a été renvoyée pour être arrivée en retard à un bal. Même à ce moment-là, Camilla a joué selon ses propres règles. Mais bien sûr, le véritable rebondissement de cette histoire vient d'Andrew Parker Bowles. Elle l'a rencontré à la fin des années 60, grâce à son jeune frère, qui travaillait pour son père. Mais parlons du véritable tournant de sa vie, l'amour. À la fin des années 1960, Camilla rencontra Andrew Parker Bowles, un officier fringant de Blues and Royals. Leur relation fut un véritable tourbillon de rupture et de réconciliation. Un drame aristocratique classique. Puis, en 1973, une annonce dans le Times révéla leur fiançailles. Selon leur biographe, leurs parents auraient envoyé l'annonce sans les consulter au préalable. Quoi qu'il en soit, le couple s'est marié lors d'une somptueuse cérémonie à la Chapelle des Gardes, à Londres. Camilla avait 25 ans, Andrew en avait 33. Leur mariage était l'événement mondain de l'année, auquel assistaient des membres de la famille royale, dont la princesse Anne, la princesse Margaret et la reine-mère. Camilla portait une robe sur mesure signée Belleville Sassoon, et la réception était remplie de 800 invités parmi les plus prestigieux de Grande-Bretagne. Le couple s'installa dans le Wiltshire, d'abord à Bolhide Manor, puis à Middlewick House. Ils eurent 2 enfants, Tom, né en 1974, et Laura, née en 1978. Tom fut même désigné parrain du prince Charles. Le duc de Cornouailles fut désigné parrain de Tom bien avant qu'il ne devienne son beau-père. Oui, le même, le prince Charles. Malgré l'apparence d'une famille heureuse, tout n'était pas parfait. Camilla resta anglicane tout en élevant ses enfants dans la foi catholique, dans le respect de la foi de son mari. Mais au fil des ans, la distance s'est creusée entre le couple. En 1994, ils vivaient séparément et, en janvier 1995, leur divorce fut prononcé. C'est là que les choses se compliquent. Bien avant que son mariage ne s'effondre, Camilla avait déjà attiré l'attention d'un autre homme, le prince Charles. Camilla a rencontré Charles en 1971 lors d'une soirée organisée par une amie commune, Lucia Santa Cruz. Le courant est passé. Ils fréquentaient les mêmes cercles d'élite, partageaient une passion pour le polo et ont rapidement noué une relation amoureuse. Mais le timing n'était pas de leur côté. Charles partit pour la Royal Navy en 1973 et, à son retour, Camilla était fiancée à Andrew. Pourtant, leur lien ne s'éteignit jamais vraiment. Au fil des ans, ils restèrent proches et finalement, bien plus que de simples amis. De nombreuses théories expliquent pourquoi ils n'ont pas fini par se mettre ensemble dès le premier rendez-vous. Certains affirment que Camilla n'était pas considérée comme convenable par le palais. D'autres accusent Lord Mountbatten, qui aurait poussé Charles à passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, en 1980, Camilla et Charles avaient renoué leur relation. Malgré leur mariage, la suite fut un scandale médiatique et un désastre royal. Diana, sa véritable histoire a été révélée en 1992, révélant la liaison de Charles et Camilla. Puis sont arrivés les tristement célèbres enregistrements du Tampon Gate en 1993. Avant d'échanger des propos sordides au téléphone, le prince Charles et Camilla Parker Bowles n'étaient que 2 jeunes amoureux. Une conversation téléphonique,
intime et intime, a fait la une des journaux du monde entier et a dépeint Charles et Camilla sous un jour incroyablement gênant. Le public britannique, pas impressionné. Camilla, en particulier, devint la méchante du conte de fées royales. Mais même à cette époque, Charles ne la laissait pas partir. Après leur divorce respectif, il fit clairement savoir que Camilla était indissociable. C'est alors que Mark Bolan fut appelé pour sauver son image. Et petit à petit, ça commença à marcher. En 1999, ils apparurent ensemble en public pour la première fois au Ritz. En 2000, elle rencontre la reine. En 2002, elle assiste au concert du Jubilé d'Or au palais de Buckingham. Camilla passe du statut de briseuse de foyers royaux à celui de compagne royale bien acceptée. Puis vinrent les fiançailles en 2005. La bague, une merveille de la collection de la reine-mère. Mais même à cette époque, tout ne se passa pas sans heurts. Leur mariage a dû être déplacé du château de Windsor à l'hôtel de ville pour des raisons juridiques. La cérémonie a été retardée en raison des funérailles du pape. La reine elle-même n'a pas assisté au mariage, mais elle a assisté à la bénédiction et à la réception. Malgré un parcours semé d'embûches, Camilla s'est intégrée à la vie royale avec une facilité surprenante. Elle est devenue duchesse de Cornouailles, puis reine consort. Camilla est désormais reine. En quelque sorte, l'épouse chérie du nouveau roi est devenue la reine consort. Au fil du temps, la reine a étendu ses véritables privilèges royaux, notamment en lui prêtant le diadème de Greville et en lui accordant l'ordre de la famille royale. Elle assuma des fonctions royales, défendit des causes comme la lutte contre l'ostéoporose et gagna même la confiance de certains fidèles de Diana. Pas tous, mais suffisamment. Camilla et Charles partageaient leur temps entre Clarence House à Londres et Burke Hall, leur domaine chéri des Highlands. Mais il y a un endroit qui lui appartient véritablement, Ray Mill House. Ce n'est ni un palais, ni une grande résidence royale. C'est le sanctuaire personnel de Camilla, à l'abri du bourdonnement constant des caméras royales et de la vie de cour. C'est là qu'elle se réfugie lorsqu'elle souhaite s'éloigner des projecteurs royaux et respirer. Malgré son air réservé, l'influence de Camilla n'a fait que croître au fil des ans. En 2023, The Independent l'a désignée femme la plus influente, preuve que l'ancienne autre femme a parcouru un long chemin. Et dire que dans les années 90, elle figurait sur la tristement célèbre liste des 10 femmes les plus mal habillées de Richard Blackwell. Non pas une, mais 4 fois, en 1994, 1995, 2001 et de nouveau en 2006. Elle a été moquée et ridiculisée, et les magazines de mode s'en sont donnés à cœur joie. Mais comme pour tout dans sa vie, Camilla n'a pas laissé la critique la définir. Elle a discrètement fait évoluer son style au fil des ans, collaborant avec les plus grands créateurs, expérimentant différentes silhouettes et trouvant celle qui lui convenait. Aujourd'hui, elle est connue pour son amour des robes de soirée signature et des robes chemises structurées, privilégiant les tons doux et classiques, les nudes, les blancs et les bleus marines. Elle privilégie les décolletés arrondis et l'élégance intemporelle. Et sa collection de bijoux? Elle a été saluée pour sa sophistication et son charme. En 2018, Tatler a même renversé la vapeur sur sa réputation mode en la désignant comme l'une des personnalités les mieux habillées de Grande-Bretagne. Le magazine lui a même attribué le mérite d'avoir donné un nom prestigieux à la chapellerie, en hommage à sa collection désormais emblématique de chapeaux à large bord. En 2022 et 2023, Charles et Camilla étaient officiellement devenus un couple influent, se classant en tête de l'indice de pouvoir social de Tatler 2 années de suite. Puis, en 2024, ils lui ont rendu un nouvel hommage, la plaçant cette fois sur leur liste des membres les plus glamour de la famille royale européenne. Mais l'un de ces moments les plus marquants a eu lieu en 2022, lorsqu'elle a participé à son tout premier shooting solo pour le Vogue britannique. Ce n'était pas seulement une simple série mode, c'était un coup de maître. Le shooting a eu lieu à Clarence House, et les tenues, elles étaient tirées directement de sa propre garde-robe. Pas de styliste, pas de relooking, juste Camilla. Camilla, 1 an plus tard, Vogue la classait parmi les 25 femmes qui font avancer la société britannique. Pas mal pour quelqu'un qui a autrefois été constamment humilié publiquement. Même sa relation avec la mode a évolué, avec un sens des responsabilités. En mai 2024, le palais de Buckingham a confirmé que Camilla n'achèterait plus de nouveaux vêtements en fourrure, répondant ainsi directement à une demande de l'Association People for the Ethical Treatment of Animals. Ce fut un changement subtil mais significatif,
reflétant les valeurs modernes que la monarchie commence peu à peu à adopter. Et n'oublions pas les titres. Camilla connaît bien les honneurs royaux. Elle est dame royale de l'ordre très noble de la Jarretière, dame supplémentaire de l'ordre du Chardon, dame grand croix de l'ordre royal de Victoria et grand maître de l'ordre très excellent de l'Empire britannique. Ajoutez à cela 2 ordres de la famille royale, ceux de la reine Élisabeth II et du roi Charles III, et son appartenance au conseil privé du Royaume-Uni et du Canada, et il est clair que cette femme jouit d'un statut important. Mais voilà le problème. Derrière toutes ces médailles, diadèmes et robes se cache une personne qui a survécu aux gros titres, aux scandales, au chagrin et à une montagne de jugements publics. Camilla est passée du statut de femme dont tout le monde parlait à celui de reine consort, forte aux côtés du roi. Voilà un retournement de situation royale que personne n'aurait pu prévoir. Que pensez-vous du domaine de la reine Camilla? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée à l'écran. Vous allez l'apprécier.